Lundi 23 juillet 2018, 19h, une nouvelle édition du journal sur Ezaré TV. Ali Kamarou, conseiller communal, ancien député, soutien du régime en place, était l'invité de la rédaction de Ezaré TV ce dimanche. Sans langue de bois, l'acteur politique s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité avec les journalistes de votre chaîne de télévision. Nous y reviendrons dans un instant. Carmen Toudonou, l'écrivaine béninoise, vient de mettre à la disposition du public béninois 3 nouveaux livres. Le lancement officiel de ces ouvrages a eu lieu ce week-end au Bénin dans une belle ambiance devant de respectables hommes et femmes de littérature. Feu Théodore Béhanzin est toujours dans les mémoires de ses compagnons. La 3e édition de la Nuit des Contes organisée par l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE du Bénin a permis de rendre à nouveau hommage à un grand homme de la culture béninoise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Ils sont 3577 candidats répartis dans 9 centres de composition qui ont démarré les compositions ce jour pour l'obtention du diplôme de technicien supérieur BTS 2018. Après le lancement officiel des épreuves par la ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso au CEG Le Lac de Cotonou, les candidats des 23 filières de formation ont pris connaissance des premières épreuves. Toutes les dispositions et mesures nécessaires ont été prises par la direction des examens et concours pour que les épreuves et l'organisation matérielle de cette dernière édition se déroulent dans de très bonnes conditions. Il faut préciser que les autorités ministérielles du Bénin ont relevé une régression de 46% de taux de participation à cet examen par rapport à l'effectif de l'année dernière. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le constat fait par une équipe de reportage. Reçu sur l'émission Invité le dimanche 22 juillet, l'ancien député à l'Assemblée nationale, actuel soutien du régime en place et conseiller communal à Cotonou, Ali Kamarou a fait le tour de plusieurs sujets d'actualité. Il est revenu sur le sujet concernant le groupe financier que constitue le chantier du siège de l'Assemblée nationale. Selon lui, au moment opportun, on situera mieux les responsabilités puisque la justice s'est déjà saisie du dossier. Par rapport au gouffre du siège de l'Assemblée, je crois que c'est un dossier qui sera confié à la justice de notre pays pour pouvoir rétablir les responsabilités. Je puis vous assurer que, en tant que Béninois et natif de cette ville, ce n'est pas une fierté, mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque la béninoiserie entoure quelque chose, on est là où nous en sommes. Je suis un peu un acteur averti de ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas l'étaler ici, mais contrairement à ce que les gens disent, moi je dis que c'est carrément une responsabilité politique. C'est une responsabilité politique. Et quand l'heure du débat va y arriver, et je crois que les gens me donneront raison. Ce n'est pas du tout aisé, ce n'est pas du tout facile. Les uns les autres sont objets de critiques, de diffamations qui ne sont pas vérifiées. Mais le peuple a raison d'avoir cette position-là parce que, après tout, c'est le dernier public. C'est la souffrance du peuple. Et la souffrance du peuple devait servir à faire quelque chose de bien que de donner l'image que nous avons là. Et moi, je reste suffisamment serein et calme. Et je sais que, comme beaucoup d'autres dossiers sont en train d'être dénoués sur le régime du changement, on va y arriver et puis les responsabilités seront situées. Face au présentateur de l'émission, l'invité de la rédaction a insisté sur le fait qu'il est un démocrate bon teint et qu'il ne saurait décourager les opposants. Cependant, il a rappelé que l'opposition doit mieux jouer son rôle sans rancœur. Il a également donné son avis sur les actions menées par le bloc de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale et sur le terrain. Leur regroupement leur a permis de savoir qu'ils ont une force dont ils doivent exploiter à fond aujourd'hui pour pouvoir accompagner le chef de l'État, parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui était déjà dans le projet de société du chef de l'État. C'est là, moi, je veux répondre à certains pour dire que le chef de l'État, ceux qui disent que le chef de l'État n'écoute pas le peuple, ce truc-là, ils se trompent, parce que le président Talon, chacun avait son style. Le président Talon a exposé son projet, c'est le seul pratiquement qui avait un projet de société, permettez-moi de vanter le mérite du chef de l'État, sur ce point-là, avait un projet de société et qu'il avait popularisé. Vous savez, il avait fait son cheval de bataille. Et au finish, 65% des Béninois ont dit « Nous sommes d'accord pour toi, nous sommes d'accord pour ton projet de société ». Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais qu'est-ce que les gens attendent? Ils ne connaissent pas le chef de l'État. Patrick Talon va
appliquer à la lettre son projet de société, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a attendu les élections pour monter ce projet de société. Ça, si vous voulez, je voulais vous le dire. C'est quelqu'un qui a réfléchi pendant très longtemps, de longues années, a compris l'aide de notre société, vous savez très bien. Il a observé et il notait dans un coin bien caché tout ce que le pays avait comme problème et comment les régler. Mais maintenant, il a monté son projet, il est venu, il a popularisé, vous lui avez donné 65% de oui pour sa personne et son projet. Et maintenant, on dit qu'il ne coûte pas. Il doit exercer une opposition. Et d'ailleurs même, l'organisation, moi je souhaite que l'opposition, qu'elle s'organise encore mieux. Et leur organisation est un stimulant pour nous de la majorité. Un stimulant parce que tout ce qu'ils disent, il y a quelques petites vérités qui vont nous permettre de nous corriger. Mais je leur conseille également que je leur dis qu'au niveau de la majorité, qu'il a de politiciens très férus et qu'il a des gens très avertis de la chose publique et de la chose parlementaire et avant qu'il n'accuse ou bien qu'il ne fasse des propositions, qu'il lise correctement leurs différents textes, qu'ils ne fassent pas comme ils l'ont fait lors de l'amendement de la Constitution. C'est tout ce que je voulais dire. Sinon, beaucoup parmi nous, nous allons venir ici ou ailleurs, de voix démocratique, dire au peuple que ce n'est pas ça, et indiquer même les articles au peuple, et ils iront lire et puis ils vont nous départager. Mais sinon, au-delà, c'est une bonne chose que dans un pays, il y ait quand même une opposition. Mais je voulais rappeler aussi à l'occasion, pour dire aux amis de l'opposition qui pensent qu'il n'y a pas de consensus, qu'il faut arranger ça. Le consensus, c'est lorsque le gouvernement et l'Assemblée s'attendent. Le consensus constitutionnel, c'est lorsque le gouvernement et l'Assemblée s'entendent, et tout au moins à une majorité des 3/4 des députés, cela veut dire que le consensus est réalisé. Qu'il souffre de comprendre également que j'aime souvent dire que, même si ce n'est pas bien à écouter, que la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Et lorsque la majorité arrive à obtenir une majorité qui lui permet de régler un certain nombre de choses dans le pays, pour le bien du pays, pour faire avancer le pays, vous savez, souvent, les choses les plus importantes sont logées dans les lois organiques, les lois qui complètent la Constitution. Oui. Et c'est pour cela que le constituant originel ou le constituant a dit que pour toucher aux lois organiques, il faut avoir une majorité de 2/3. Donc cela veut dire que lorsque cette majorité est atteinte, c'est qu'il y a consensus. Et leur rappeler que historiquement, les femmes, il faut prendre la spécificité de chaque société, même les nations les plus développées, où vous avez vu aujourd'hui aux États-Unis, les femmes, prenez la constitution américaine en son temps, a mis des positions de discrimination positive. C'est ça qui a lancé les femmes sur l'échiquier politique. Et dire que quand nous parlons de notre pays spécifiquement, même n'allons pas là-bas, on va dire que c'est les pays développés, parler de notre pays, quand vous rentrez dans l'histoire, l'armée des Amazones, ça a été décrété par qui? Un homme, le roi Guézo. C'est lui qui avait trouvé qu'il fallait que nous ayons une armée d'Amazones. Vous êtes d'accord avec moi? C'est les hommes qui donnent le pouvoir à la jeune féminine. Et la jeune féminine s'en saisit. Et lorsqu'elle s'en saisit, elles l'appliquent tellement bien, le font tellement bien, parce qu'elles sont plus intelligentes que nous. Mais le pouvoir, de façon intrinsèque, c'est les hommes qui le donnent aux femmes. Donc, dire que nous donnons le pouvoir aux femmes, au moins de commencer par être représentées à l'Assemblée, une insulte aux femmes, je demande aux femmes de leur dire non en votant massivement oui pour le référendum prochain. L'actuel chef service communication de l'Assemblée nationale et écrivaine béninoise est l'auteur de 3 nouveaux ouvrages disponibles dans les librairies. Carmen Toudonou a présenté ce week-end au Conseil national des chargeurs du Bénin ses livres intitulés Le vert, le rouge et le noir pour le premier, Le lion et le papillon pour le second et le troisième, Carmen Fifonsi Aboki. Plusieurs personnalités du monde littéraire ont pris part à cette cérémonie de lancement. Reportage.
3 grands moments ont marqué le lancement du livre de l'écrivaine béninoise Carmen Toudonou. Entre la présentation des livres, les questions de l'auteur et la vente à l'américaine, le public ayant fait le déplacement a eu droit à des débats littéraires de qualité. Un livre de sémiologie sur les grades et appellations dans l'armée, un recueil de 12 nouvelles et un livre de jeunesse dans un style particulier, comme l'auteur en a le secret. J'ai travaillé sur la sémiologie des grades dans les forces armées béninoises parce que c'est un corps, c'est un domaine, le domaine de la sécurité qui m'intéresse beaucoup, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que journaliste. Et donc, j'ai eu à faire ce travail-là, mais je me suis rendu compte que justement mon livre répondait à un besoin. Et d'ailleurs, ce sont les forces armées, les responsables des forces armées qui ont sollicité la transformation de ma thèse en DEA en livre. Donc, il y avait réellement un besoin d'avoir un ouvrage qui fait un peu la typologie des grades dans les forces armées béninoises. Le vert, le rouge et le noir est un essai et l'on retient fondamentalement que l'auteur a mené un travail passionnant sur les grades dans l'armée, notamment dans l'armée de terre. L'œuvre est un essai de 125 pages, préfacé par le général Laurent Amoussou, chef d'état-major de l'armée de terre béninoise. Le choix de cet univers, tout particulier que celui des militaires, semble avoir justifié que cette présentation se fasse par un homme en uniforme, mais surtout que l'ouvrage soit préfacé par le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de brigade Laurent Amoussou. Par sémiologie, il faut entendre la science qui étudie les signes et autres symboles porteurs de sens en mettant en valeur leurs origines et leur signification verbale et non verbale. Et l'auteur a, à dessein, circonscrit son étude à l'armée de terre béninoise, semble-t-il pour nous offrir une étude toute incisive. Après la présentation du premier livre, Ganiat Bello, journaliste écrivaine, prit les commandes pour la présentation du deuxième ouvrage, Le Lionceau et le Papillon. Nul ne peut lire cet ouvrage à son enfant sans se transformer lui-même en un petit enfant martelattel. Et quant au troisième livre, un recueil de 12 nouvelles, sa présentation a suscité plusieurs questions de curiosité dans les esprits. Carmen Toudonou, qui écrit Carmen Fifonsi Aboki. Je me suis convaincue alors qu'il n'y a rien de plus difficile pour un adulte que d'écrire pour les enfants. Car il faut pour cet adulte reprendre son âme d'enfant, souvent souillée par les problèmes du monde et les 1000 vanités du matérialisme. Ceci fait que j'ai le plus grand respect pour les personnes qui ont écrit pour les enfants et particulièrement pour Carmen, qui me fait l'honneur de vous présenter ce soir ce joli et touchant livre, Le Lionceau et le Papillon. J'étais enseignant de français au lycée Houphon. Je ne connaissais rien à la politique. Et Papa Général allait effectuer son retour tonitruant à la tête du pays. Une nouvelle opportunité pour célébrer non seulement le livre béninois, mais aussi la plume féminine, et Carmen Toudonou nourrit l'ambition de faire lire les enfants en fonction de leur âge et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Oui, j'ai fait ce choix simplement parce que j'estime que nous disons très souvent que nos enfants ne lisent pas. Mais force est de constater que nous-mêmes, nous ne lisons pas toujours ou pas souvent. Et la deuxième chose, c'est que nous ne donnons pas des livres à nos enfants. Et donc, à partir de ce moment, nous ne pouvons pas les blâmer de ne pas lire. Et je me suis dit également qu'il faudrait que nous donnions à lire à nos enfants des histoires qui leur ressemblent, des histoires de chez eux, écrites par des personnes de chez eux. Rappelons que le lancement de ces 3 nouveaux joyaux vient après celui d'une Presque une vie et Noir Vénus, lancé il y a quelques années. Le professeur Dodi Amoussouvi s'est entretenu le jeudi dernier avec les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur membres du Forum des grandes écoles à l'école Gaza Formation. Une rencontre qui a permis de vulgariser les exigences faites aux écoles privées d'enseignement supérieur pour être agréées et de rappeler les raisons qui motivent la démarche de l'exécutif. Suivons un extrait de l'intervention du professeur Dodi Amoussouvi. Il est au micro de Kader Achirou.
près d'une trentaine d'établissements privés d'enseignement supérieur, tous membres du Forum des grandes écoles du Bénin, ont pris part dans la matinée du jeudi 19 juillet 2018 à Cotonou à une séance d'échange, d'information et de formation sur les 19 nécessités pour l'obtention de l'agrément. Cet échange à bâton rompu avec le professeur Dodia Mouzouvi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, a reçu l'approbation de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. Cette dernière, dont le credo est de faire en sorte que les structures privées d'enseignement supérieur soient la référence, se soucie davantage de la réussite des réformes gouvernementales en cours à travers un consensus. Donc je voudrais sincèrement la remercier de m'autoriser à venir échanger avec vous. Ça rentre dans le cadre de sa vision d'être aux côtés des établissements privés d'enseignement supérieur. Et l'État, dans ces réformes, nous a donné une chance qu'il faut saisir. À votre place, je saisirai cette chance. Il nous a écourté la durée. De manière exceptionnelle, ce qui devait se faire sur 8 ans, il dit, dans 2 ans, vous me le faites. Puisque dans 3 ans, je me retire de l'examen, de l'organisation des examens nationaux. La première année, nous avons lancé. La deuxième année, nous faisons l'agrément. La troisième année, nous faisons l'homologation. Si les tests demeurent ce qu'ils sont, ceux qui ne passeraient pas cela alors qu'ils devraient le faire se trouveront fermés. Le décret a dit purement et simplement. Lors des débats, il a été recommandé fortement le respect strict des tests existants en attendant leur actualisation. L'agrément qui constitue l'étape décisive de l'existence de tous les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin est une étape plus ou moins complexe et incontournable à toute épaisse qui se veut sérieux et crédible car l'homologation, l'étape finale, n'est pas tout aussi charnière. Des enseignements ont été dispensés pour un suivi pédagogique universitaire en toute efficience. Les participants se disent satisfaits des échanges qu'ils ont estimé très fructueux. Je crois que sur chaque point, il nous a entretenus. Parce qu'il y avait des points qu'on ne comprenait pas bien. Et donc il a entretenu les membres, les promoteurs. Je crois que nous avons été formés et même informés. Il a été dans le détail, nous dire ce que nous devons faire pour très rapidement avoir, pour ceux qui remplissent les conditions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui remplit les conditions. Mais notre objectif, c'est que tout le monde arrive à respecter la loi, tout le monde arrive à remplir les conditions pour obtenir donc, cet agrément qui nous renvoie à l'homologation très rapidement. Et donc, désormais, les écoles, les établissements privés d'enseignement supérieur seront comme des établissements publics d'enseignement supérieur. Au niveau des autres ordres d'enseignement, les privés font leurs preuves. Les privés sont quand même la fine fleur de l'éducation. Au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Et nous tenons à être encore aussi la fine fleur au niveau de l'enseignement supérieur. Pour donner l'exemple, pour que ceux qui sortent de nos écoles soient vraiment des techniciens dignes de ce nom, capables, compétents, comme le veut le président de la République. Les remerciements vont à l'endroit du président de la République, Patrice Talon, et de son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'initiation de ces réformes courageuses et audacieuses visant à assainir le secteur privé de l'enseignement supérieur au Bénin. Le promoteur de l'école Gaza Formation a été également remercié pour son hospitalité et son accompagnement. Le rendez-vous est pris pour le 15 août prochain, date du dépôt de dossier. Le Centre d'information et de documentation de la Cour d'appel de Cotonou a abrité le vendredi dernier le lancement d'un ouvrage juridique intitulé « Un outil processuel dans l'univers du numérique au Bénin ». Cet ouvrage représente un manuel de procédure élaboré par le parquet de Cotonou en vue de l'application du Code du numérique. Reportage Esther Tofa, Djefté Hungé. Permettre à tous de mieux comprendre le code du numérique en vigueur au Bénin, c'est l'objectif principal de la mise à disposition d'un nouvel ouvrage dans le secteur judiciaire. Intitulé « Un outil processuel dans l'univers du numérique au Bénin », ce manuel est accueilli de gaieté de cœur par la Direction générale de la police républicaine. La cybercriminalité et la cybersécurité constituent à nos jours un véritable fléau. En effet, au lieu que l'avènement des nouvelles technologies constitue une véritable source d'épanouissement de l'homme, aujourd'hui, c'est le contraire. À cause du phénomène de la cybercriminalité et de la cybersécurité, la plupart sont méfiants, réticents à recourir
à l'utilisation des nouvelles technologies. Je crois que nous devons féliciter le parquet de Cotonou pour avoir réfléchi et réalisé ce document, cet ouvrage qui va servir pleinement aux OPJ. Constitué de 365 pages subdivisées en 2 volets, ce document est pour le ministre de l'Économie numérique et de la Communication d'une importance capitale. Aujourd'hui, comme il a été rappelé, fort est de constater qu'avec le développement des technologies du numérique, nos habitudes et nos pratiques ont fait l'objet de mutations profondes. Les méthodes traditionnelles de fourniture de services ont évolué et le cyberespace s'est ouvert à tous, avec à la clé son lot de défis, de conséquences, donc aussi bien positives que négatives. En tout cas, c'est des défis que nous devons relever à travers la lutte contre la cybercriminalité. Je suis heureuse aujourd'hui de prendre part à la cérémonie de lancement de ce manuel de procédure, donc l'outil processuel dans l'univers numérique, dont l'importance a été rappelée ici, le fait de faciliter, de rendre plus digeste, je vais dire, l'ensemble des dispositions qui sont prévues dans le code pour les praticiens du droit, les professionnels du secteur du numérique, mais aussi pour les citoyens. Procédant au lancement officiel de cet outil, le garde des Sceaux a salué l'initiative du parquet. Il est également revenu sur la nécessité du document. Je dois donc saluer cet effort de conception, mais également la rapidité qui a été mise en œuvre pour nous mettre ce document à disposition. Il s'agit d'un document qui nous remet totalement dans l'économie de la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement et qui révèle à la fois le régime juridique de toute l'activité numérique dans le pays, mais également le régime juridique des infractions ainsi que leur répression. Il s'agit d'un ouvrage qui est à ses débuts, mais qui apparaît déjà, en tout cas, comme presque achevé. C'est le président du tribunal de première instance de Cotonou qui a assuré la présentation de l'ouvrage. Il faut rappeler que le dit document est disponible dans les librairies de la place au prix de 5 000 francs CFA. Toujours ce jeudi, un peu plus tard dans la soirée, un grand homme de la scène théâtrale du Bénin a été célébré à l'université d'Abomey-Calavi. L'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE a organisé un spectacle en mémoire de feu Théodore Béanzin. Dénommé Nuit de contes, l'édition de cette année a réuni dans un décor unique anciens et nouveaux membres de cet ensemble où l'illustre disparu a fait ses premières armes. Jeudi du 9 juillet 2018, la nuit tombe sur le campus d'Abomey-Calavi. L'âme d'un as des paroles, des chants et des récits plane sur cette scène installée devant le studio de l'EACE. L'ensemble artistique et culturel des étudiants et quelques figures du théâtre et de la comédie au Bénin se préparent pour immortaliser davantage l'un des leurs, le regretté Théodore Béanzin alias Kossi. Le spectacle va se dérouler comme autrefois autour d'un feu et dans un décor à l'image des nuits de contes au village. L'actuel directeur de l'EACE, Carlos Zinsou, lance l'événement par ce cri de ralliement. Soleil! Soleil! Visée du soleil! Pour un roi! Par-delà la nage verdâtre et douce, les eaux de l'injection. Soleil! Soleil! Visée du soleil! Le top donné, comédien compteur en herbe et confirmé, se succèdent tour à tour sur la scène et tiennent en haleine les spectateurs. Épuisant dans les ressources de la rhétorique, ils égayent non seulement leur auditoire, mais aussi et surtout les instruisent sur différentes questions de la vie sociétale. Yamale continue à sa fouille. Il fouille, et il fit sortir de la terre toutes les richesses qui étaient sous la terre, de l'or, de l'argent, du diamant. Et il fit construire une grande villa. C'est depuis ce jour que Yemale était devenu le plus riche du village. Je dis bien le Agbonon. Le Agbonon. Et aujourd'hui, c'est lui qui dirige ce royaume. Et il veut faire revisiter
Présents à ce spectacle, certains compagnons de première heure de Kossi, très émus, l'aperçoivent désormais comme un patrimoine national. Nous bon nous mina yelo nous Théodore Béanzin et Ebedion mina do Théodore Béanzin toujours nous toto ba rien assez. Aujourd'hui Théodore Béanzin est devenu un patrimoine culturel national. Quant aux jeunes, ils saluent tout simplement sa mémoire ainsi que celle de tous ceux qui ont œuvré pour la promotion de la culture au Bénin. On est venu de loin et parmi nous il y a eu d'illustres combattants qui nous ont laissés. C'est vrai, nous ne réussirons pas fondamentalement à citer tous les noms, mais à travers ce nom, Théodore Béanzin, qui est un patrimoine national, nous allons faire l'effort de célébrer tous ceux-là qui ont pris par ici, qui ont porté à bout le bras, à bras le corps et avec leur corps défendant l'histoire politique, culturelle et sociologique de notre pays. C'est pour moi aussi le moment de lui rendre hommage et de saluer sa mémoire et d'espérer que voilà, d'autres Théodore Béanzin, dans le sens positif, puissent exister et puissent pérenniser le travail du conte qui, quel que soit ce qu'on peut dire, se fait de plus en plus rare et se fait un peu mal dans la sérail béninoise. Didier Sedoha, Nansé Gandé, peut se rassurer car le ACE travaille déjà dans ce sens pour une relève de qualité. L'ensemble, soutenu par le FITEP et son directeur, Eric Hector Humpé, a remis les trophées Théodore Béanzin à 4 jeunes comédiens lauréats du concours de contes organisé en sa mémoire le 19 juin 2018, le jour du 14e anniversaire de son décès. C'est Dieu au nom Cuba, vive des cas, et non pas un loup, t'en fais joli. Les professionnels des médias ont pris ce vendredi leur café avec quelques invités de marque à la maison des médias Thomas Menyassan de Cotonou. La mode et le tourisme, atouts et perspectives est le thème de l'une des causeries. Invité pour en débat, le promoteur du festival africain de mode FESMA et PDG de JMA International, John Médard Sodokun, a insisté sur le fait qu'il faut savoir concilier la mode et le tourisme. Un 194e numéro de Café Média plus riche en discussion. Compte rendu Billy Laibi. La mode et le tourisme, atouts et perspectives, tel est intitulé le sujet de discussion de ce vendredi 20 juillet 2018 des causeries Café Média Plus. Et pour débattre du sujet, John Médard Sodokun, le président de l'association des agences et promoteurs de mode du Bénin, a été reçu. Ce dernier a expliqué que la mode et le tourisme vont de pair. Un événement de mode, selon lui, peut économiquement impacter le secteur du tourisme. Imaginez que pendant le FESMA, 300 personnes ou 500 personnes sont là et grâce à eux, les EM ont du boulot, grâce à eux, les hôtels font des chiffres d'affaires, les restaurants, c'est pareil. Donc, en fait, ce que nos gouvernants n'ont pas encore compris, c'est qu'ils ne pensent pas que tout ce qui est culturel est industriel, c'est-à-dire qu'il y a un facteur de devise économique. J'ai dit récemment, quand j'étais venu la dernière fois, pour dire que la Fashion Week de Paris seule vous fait 1 milliard d'euros d'économie. Rien que la Fashion Week qui dure juste une semaine. Mais parce que plein de gens viennent, les affaires marchent, la ville est animée, le tourisme se fait. Et si aujourd'hui notre secteur touristique était bien organisé, quand les gens viennent par exemple, ils peuvent profiter pour aller à Ouida. Il y en a qui le font d'ailleurs. Ils vont à Ouida, ça se paye par exemple pour aller voir le temple Python. Donc il y a tout, c'est vraiment beaucoup d'activités qui sont mises en branle quand il y a, donc pour nous permettons à nos citoyens de faire des affaires, sauf que dans de grands événements, qu'est-ce qui se fait? C'est des partenariats qui sont tissés avec par exemple des restaurants, les hôtels, et vous savez, tous ceux qui viennent, où est-ce qu'ils sont logés et où est-ce qu'ils vont manger. Et avec ces hôtels, ces restaurants, vous avez
des commissions. Alors, je donne un exemple. Lorsque vous prenez notre ministre de tutelle, M. Oswald Omeki, qui est un professionnel de la mode, parce que c'est quelqu'un qui a exercé, qui est un passionné de mode, je crois que c'est aujourd'hui une chance pour nous, acteurs de la mode, que tout un mois nous soit consacré, parce qu'on dit bien le mois de la mode béninoise. En ce qui concerne le mannequinat, John Meda Sedoku parle des atouts du métier et des difficultés que rencontrent les personnes inscrites dans cette corporation. C'est un métier de beau, c'est un métier du luxe. Et c'est vrai qu'à regarder que le Bénin ou bien à regarder que les pays africains, on peut se dire que gagne un mannequin. Un mannequin professionnel dans les règles de l'art, minimum gagne 1 000 €. Vous avez des mannequins podium qui sont des mannequins top modèles, vous avez des mannequins artistiques, vous avez des mannequins commerciaux. Donc selon ce type de mannequins, les cachets vont selon leur statut. D'accord? Quand vous prenez un mannequin podium, c'est ce mannequin qui doit forcément remplir tous les critères standards pour être mannequin. Les critères de taille, les critères de poids, les critères de teint, les critères d'allure. Bref, c'est l'élite du mannequinat, les mannequins podium. Par contre, les mannequins commerciaux sont des mannequins qui ne remplissent pas forcément les normes standards, les critères standards pour être mannequin, mais qui doivent forcément avoir quelque chose de spécifique, quelque chose d'unique. Ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux. La plus grande des difficultés, c'est les préjugés. Aujourd'hui, exercer en tant que mannequin en Afrique, au Bénin particulièrement, ce n'est pas chose aisée. Compte tenu des contingences culturelles où on attribue aux mannequins systématiquement le statut de prostituée. Je vous dis, le mannequin est cette personne que tu peux voir facilement nue sur un podium, mais dans ton lit, tu ne peux pas facilement toucher. Toucher d'abord, merci de dire. Et dans ton lit, c'est que tes poches ont été forcément trouées d'abord. C'est un réflexe, quand on te dit je te présente un mannequin, tu regardes ta poche d'abord. Mais par contre, si c'est la fille du quartier, bon, voilà. Mais la fille du quartier, tu peux l'amener manger à bobo à côté. Oui. Mais inviter un mannequin, s'asseoir chez la vendeuse à bobo, toi-même tu ne peux pas. Alors donc c'est un métier, moi je pense, qui protège même les filles. Coiffeurs, maquilleurs et teinturiers sont entre autres des acteurs de la mode que considère le promoteur du FESMA comme un vaste domaine. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Rezaré TV. Un seul réflexe, www.rezaré TV.com.